Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires avec le réseau Via et les télés locales de France que je vais vous présenter. Puis Territoire d'Info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Julien de Normandie, le ministre chargé de la ville et du logement, qui sera notre invité en direct sur ce plateau. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique en fin d'édition. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. De violents orages ont fait un mort samedi en Haute-Savoie et de gros dégâts dans la Drôme. 2 des 9 départements qui avaient été placés en vigilance orange par Météo France. La pluie, la grêle et le vent ont balayé la région Auvergne-Rhône-Alpes dans l'après-midi. Et une touriste allemande de 51 ans est décédée dans un camping. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, la grêle n'est tombée qu'un quart d'heure, mais l'épisode a été d'une violence inouïe, accompagnée de vents très forts. Les rues de la ville se sont rapidement transformées en torrents, comme vous le voyez. Les grêlons de la taille de balles de tennis ont causé des dégâts extrêmement importants. Et le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, était sur place hier dans une exploitation agricole et vinicole de la Drôme pour constater les dégâts. Il a indiqué que l'état de catastrophe naturelle serait pris dans les 2 jours. Toutes les mesures seront prises au niveau social. On va avoir des conséquences dans les ateliers de conditionnement, etc. évidemment, et il n'y aura plus de boulot. Donc toute cette partie-là va être faite. Je pense que l'état de catastrophe naturelle sera décrété par le ministre de l'Intérieur dans les jours qui viennent. Les calamités agricoles seront mises en place. Je vais travailler avec la MSA pour les exos de cotisation, travailler avec mon collègue de Bercy pour voir ce qu'on peut faire pour les taxes foncières, etc. Voilà, tout à fait autre chose. Alors que le marché américain est loin d'être négligeable pour les viticulteurs français, vous le savez, Donald Trump a annoncé vouloir augmenter les taxes sur les vins dans l'Hexagone. Mauvaise nouvelle ou effet d'annonce, quel pourrait être le véritable impact de cette décision pour le secteur vinicole? Quelques éléments de réponse avec Marion Redwitz de Via Occitanie, notre partenaire sur place. Augmenter les taxes sur les vins français, c'est la volonté annoncée par Donald Trump. Quel impact peut avoir cette hausse dans notre région? En Costière de Nîmes, les États-Unis représentent le 2e marché d'exportation et même le plus gros client pour certains vignerons, comme le domaine Château l'Hermitage. 40% du chiffre d'affaires est assuré par les 150 000 bouteilles exportées. Quand vous augmentez le prix d'une bouteille, ça a forcément un impact sur le marché. Maintenant, aujourd'hui, Donald Trump veut une égalité entre les taxes américaines et les taxes européennes, parce que ce n'est pas que les vins français qui seront taxés, c'est les vins européens. Là, l'écart, il est de 10 centimes sur une bouteille. Donc un 10 centimes sur une bouteille en taxe, ça va faire un 20 centimes à peu près pour le consommateur, avec les marges des distributeurs et autres. Donc ça va avoir un impact, mais un impact de 20 centimes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas crier au loup, ce n'est pas la catastrophe. Si l'impact d'une hausse des taxes n'est pas financier, il pourrait être psychologique et briser la dynamique créée par les vignerons français. Les Américains prennent avec retard. Nous, ce qu'on a découvert il y a 10 ans en France, que les vins du Languedoc sont bons, ou il y a 15 ans ou 20 ans, eux, ils le découvrent 10 ou 15 ans après, parce qu'il y a eu un gros travail des vignerons qui a été fait. Et il ne faudrait pas que ce soit cassé cet élan, parce que c'est très compliqué et très long de rentrer sur ce marché. Des Américains friands des vins de notre région. Un quart des AOP produits en Occitanie sont exportés vers les États-Unis. Sans transition, le service national universel a démarré hier dans 13 départements. 2 semaines durant, 2000 adolescents volontaires de 15 à 16 ans vont participer à cette phase expérimentale. Gabriel Attal s'est rendu à Pontoise, seul site d'Île-de-France retenu, où 120 jeunes vont s'installer au lycée Saint-Martin de France. C'est un reportage de notre partenaire sur place, Via Grand Paris. Regardez. C'est ici, au lycée privé Saint-Martin de France, situé à Pontoise, que 120 jeunes volontaires âgés de 15 à 16 ans vont séjourner pour expérimenter le service national universel. Le Val d'Oise fait partie des 13 départements pilotes de ce dispositif voulu par Emmanuel Macron. Le secrétaire d'État Gabriel Attal est venu assister à la formation des tuteurs. Le service national universel, il a vocation à 3 choses. D'abord à créer un moment de mixité, avec des jeunes qui viennent d'horizons sociaux, d'horizons géographiques, territoriaux différents et de créer de la cohésion.
Ensuite, il a vocation à développer en France une culture de l'engagement. Montrer aux jeunes qu'ils ont leur pierre à apporter pour le pays, qu'ils ont des choses à apporter, qu'ils peuvent s'engager et leur donner à voir ce que c'est que s'engager. Et puis leur apporter un certain nombre de formations. Des formations liées aux questions de défense, de sécurité civile. L'objectif de ces 15 jours de vie en collectivité, développer un esprit de cohésion et transmettre les valeurs de la République. Le programme s'articule autour de cette thématique. Thématiques aussi diverses en fait que le développement durable ou la citoyenneté ou l'engagement ou les activités sportives de cohésion et puis surtout un volet bien évidemment défense, sécurité qui reste important. On a des ateliers, on a des exercices dans lesquels vraiment les jeunes sont acteurs. Bien évidemment ce sont des sorties, ce sont des mises en situation, ce sont des débats. Pour encadrer les adolescents qui porteront des uniformes, 24 formateurs, eux aussi volontaires, 12 cadres de compagnie et 12 tuteurs. Ils sont militaires, pompiers, policiers, animateurs, éducateurs spécialisés ou encore enseignants. C'est une continuité dans mon travail, en tant que prof, qu'animateur ou réserviste en gendarmerie. S'engager et montrer aux autres, aux jeunes, aux moins jeunes, que leur voix compte, qu'ils ont une place dans la cité et qu'ils peuvent jouer un rôle important dans le pays. À l'issue de cette première session, les jeunes devront ensuite réaliser une mission d'intérêt général, elle aussi d'une durée de 15 jours. Ceux qui le souhaitent pourront également compléter ce parcours par un engagement civil ou militaire d'au moins 3 mois. Le secrétaire d'État souhaite à terme rendre le SNU obligatoire, un dispositif qui devrait remplacer la journée défense et citoyenneté. Stade nautique du Roucas ou stade Vélodrome, la commission de coordination du Comité international olympique a visité il y a quelques jours ces lieux emblématiques marseillais qui accueilleront des épreuves lors des JO de 2024. L'occasion de faire un point sur les épreuves prévues à Marseille et sur les nouveautés et les innovations imaginées par le comité. Florence Giroux pour Provence Azur TV et ensuite je reçois Tony Estanguet dans un instant. Un vent de nouveautés soufflera bientôt sur la base nautique du Roucas Blanc. À partir de 2020, elle sera totalement réaménagée pour accueillir les épreuves de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le plan d'eau devra en effet être en capacité d'accueillir plus de 350 athlètes lors des 10 épreuves de voile prévues ici. C'est vraiment le Graal quelque part pour ce sport de pouvoir gagner un titre olympique et notamment avec des épreuves inédites. Ça va être la première fois qu'on aura du kitesurf, ce sera la première fois qu'on aura probablement de la course au large avec ce tour départ de Marseille, tour de Corse, revenir à Marseille. Alors, tout ce programme sera définitivement validé en décembre 2020, mais aujourd'hui, y compris sur le programme sportif, on essaie vraiment d'innover aujourd'hui. L'innovation est plus que jamais au cœur du programme du Comité international olympique. Pour ces JO 2024, il souhaite faire de la créativité l'ADN de ces Jeux. Pour la première fois, on a décidé d'ouvrir certaines épreuves à la participation du grand public. Pour la première fois, on est en train de mettre en place un label Terre de Jeux 2024 qui va permettre à toutes les collectivités dans tous les territoires de profiter de Paris 2024 pour engager la population dans plus de sport. On a vraiment envie d'engager cette population dans la réussite de ces Jeux, montrer le meilleur visage. Et pour ça, il faut innover et réussir quelque part à faire la différence à travers nos idées plutôt que notre porte-monnaie. Le BMX, le breakdance ou l'escalade sont à l'étude pour faire partie des nouveaux sports urbains des JO, avec l'ambition de parler aux jeunes et leur donner envie de pratiquer. De son côté, Marseille est tournée vers 2024 et va devoir relever un défi majeur, créer un stade nautique qui sera réutilisé après les Jeux Olympiques. Voilà, ce JT des territoires continue. Dans un instant, je reçois Tony Estanguet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Bien sûr, nul ne l'ignore. Voilà, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour Saveria, à la une du Dauphiné libéré pour démarrer ce matin le lourd bilan des orages dans le sud-est. On en a parlé dans le JT il y a un instant. Les images sont impressionnantes. Les départements de la Loire, de la Drôme, de l'Ardèche ont été sévèrement touchés par des chutes de grêle et des pluies torrentielles hier. Une femme a été écrasée par un arbre en Haute-Savoie. La pluie, la grêle et le vent ont également provoqué de gros dégâts matériels, en particulier à Romans-sur-Isère. Des grêlons gros comme des balles de tennis sont notamment tombés. Dans la Drôme, l'Isère, la Haute-Savoie et l'Ardèche, les pompiers sont intervenus plus de 400 fois. À la une de Nord Littoral, et évidemment, le baccalauréat, Saveria. Ce bac qui va disparaître. Coup d'envoi ce matin du baccalauréat avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Ce bac-là qui va disparaître, le baccalauréat, avec des lycéens
Calaisien passe à partir de ce lundi, va être remplacé. C'est l'avant-dernier bac avant la réforme en 2021. L'architecture de l'examen sera bouleversée avec 40% de contrôle continu et seulement 2 épreuves finales en juin pour valider le précieux sésame. Les lycéens de terminale n'auront plus qu'à réussir l'écrit de philosophie, épreuve étendue à tous les candidats de la voie générale et un grand oral de 30 minutes. Et peut-être au cours de cette émission, nous connaîtrons les questions ce matin. On vous les donnera. À la une de Ouest France, un centre des impôts sur 2 est en sursis. Un centre des impôts sur 2 pourrait disparaître d'ici 2022, remplacé par des accueils de proximité. Le plan du gouvernement passe mal dans les secteurs ruraux. Reportage à Loudéac, c'est dans les Côtes-d'Armor, où les habitants sont inquiets. L'idée serait, en l'état actuel des choses, de privilégier des agences uniques pour la question des prélèvements sur les entreprises et de mettre en place des maisons de services publics avec un interlocuteur unique pour la CAF, les impôts, sauf qu'on ne s'improvise pas agent des impôts, explique Julie dans le reportage. À une époque où les bouleversements sont nombreux, prélèvements à la source, taxes d'habitation, les citoyens ont plus que jamais besoin d'une personne qualifiée pour répondre à leurs questions. Il est un des journaux du groupe Sud-Ouest, à la une de la République des Pyrénées. La montagne sera bientôt payante. Oui, dans les Hautes-Pyrénées, l'installation d'odorodateurs à Arougnette irrite les randonneurs. Une 50aine de personnes ont manifesté sur la route des lacs de Néouvielle pour protester contre la mise en place d'orodateurs sur le parking d'Artigus. Ils dénoncent un projet de montagne payante et une tarification prohibitive dans leur slogan. Et sur leur pancarte, ils réclament un accès libre à la montagne. On peut comprendre quand même. Et puis, on avait promis d'en reparler depuis qu'on a appris qu'il les avait suit, posé les pieds en France, dans le coin Avignon. Les premières sorties pour Barack Obama. Des nouvelles, ça va. La première sortie pour l'ancien président américain en vacances dans le sud de la France, à Villeneuve-les-Avignon. Obama scandait la foule quand l'ancien président est sorti hier soir du Palais des Papes. La famille Obama a fait une visite privée du monument le plus fréquenté d'Avignon le matin. Ce sont les filles de l'ancien président qu'on a pu croiser sur les étals du marché de l'Île-sur-la-Sorgue. La famille est en vacances en France jusqu'à jeudi prochain. Merci Saver, on continue de suivre le périple de Barack Obama dans cette région. Vous avez vu qu'il a les mêmes lunettes que vendredi d'ailleurs, c'est pratiquement les 2 mêmes photos. Merci, on vous retrouve en fin d'émission pour l'actualité sénatoriale. Tout de suite c'est le Club de la Presse, je reçois Jean-Louis Picot et également Tony Estanguet. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Vous êtes président du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 et Jean-Louis Picot, vous êtes le rédacteur en chef de l'édition Écho, le supplément du Parisien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, mettre plus de sport dans le quotidien des Français, c'est votre but. Associer les collectivités, y compris les villages d'ailleurs, les plus petits villages, pour obtenir une forme de ce qu'on appelle un label intitulé Terre de Jeux. Alors, d'abord, ce label que vous allez donc distribuer, donner, il va servir à quoi ? Comme vous le disiez, en fait, la France va accueillir le plus grand événement qu'elle n'a jamais organisé. C'est une opportunité incroyable. Depuis quelques années maintenant, on essaie de révéler le meilleur visage de cette France. Une France qui rayonne, qui est enthousiaste, qui a envie de saisir cette opportunité. Pendant la phase de candidature, on s'est rendu compte que finalement, beaucoup de gens, quand on se déplaçait, nous disaient « mais nous aussi, on a envie de faire partie de la fête ». Et je pense que c'est cet élan national qui nous a permis de convaincre le CIO qu'il fallait absolument retenir Paris 2024. Et du coup, aujourd'hui qu'on a gagné, on souhaite vraiment continuer cet élan. Et ce label Terre de Jeux 2024, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, normalement, seules les villes qui organisent des compétitions sont associées aux Jeux. Et bien là, pour la première fois, on va réussir à associer un peu l'ensemble du territoire pour toutes celles et ceux qui ont envie d'investir dans le sport. Alors ce logo, il sera où ? Il sera présent où exactement ? On le verra où ? Comment visualisera. Ouais, les collectivités vont pouvoir l'utiliser. Il y aura des conditions d'utilisation, mais l'idée c'est que ces collectivités locales, elles puissent l'utiliser. En fait, la philosophie est très simple. C'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les meilleurs partenaires pour le sport en France, ce sont d'un côté les clubs et de l'autre les collectivités. Pourquoi ? Parce que ce sont les collectivités qui investissent le plus dans les équipements sportifs de proximité et dans le fonctionnement de ces associations sportives partout dans le territoire. Et voilà, notre raison d'être aujourd'hui, c'est quand même que le sport peut continuer à se développer dans ce pays. Parce qu'investir dans le sport aujourd'hui, c'est investir pour la santé des Français, pour l'éducation des enfants, pour le lien social dans les quartiers. Et
voilà, moi j'ai envie que grâce à ces jeux, on arrive à renforcer la place du sport dans la société. Et pour cela, il fallait associer l'ensemble des territoires parce que ce sont eux les bras armés, entre guillemets, de plus de sport dans ce pays. Ce sont toutes ces petites collectivités où nous, on a commencé. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club que personne ne connaît. Et c'est grâce à ces bénévoles et à ces acteurs du quotidien que finalement, on peut faire du sport. Et on a envie que ces acteurs du quotidien puissent aussi profiter de l'engouement des Jeux de Paris 2024. Dans le Picot. Concrètement, comment ça se passe si vous êtes dans une collectivité, une ville ou un département et que vous voulez participer? Comment ça se passe? Alors, en fait, on va essayer d'orienter leur action sur trois grands piliers. Il y a un premier pilier autour de la célébration. Il faut qu'on réussisse cet événement. Le côté festif. Le côté festif, voilà. Il faut que pendant 2024, pendant ces Jeux, ce soit la fête partout dans le pays et qu'on monte en température progressivement. On va trouver des moments un peu festifs entre maintenant et les Jeux. Il y aura par exemple les Jeux de Tokyo au Japon l'année prochaine. Comment déjà en France, on arrive à faire une belle fête autour des Jeux, avec des fan zones, voilà, avec plein d'animations. Le deuxième défi, c'est de montrer que encore une fois, cet événement, il a une vraie utilité. Et donc, toutes les collectivités vont pouvoir, dans leurs écoles, dans leurs quartiers, sur l'espace public, proposer des animations pour faciliter l'accès à la pratique sportive. Et ça, c'est important que, encore une fois, quelle que soit la taille de la collectivité, on peut facilement aujourd'hui mettre un petit peu plus de sport à la disposition des Français. Et le dernier grand défi, c'est l'engagement. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser une grande communauté autour de cet événement qui va marquer l'histoire de ce pays? C'est sûr, ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux. C'est un événement très très gros qu'on n'a jamais organisé. L'objectif, c'est de vraiment créer cette communauté avec l'ensemble des acteurs. Au fond, c'est pas que Paris 2024, quoi. C'est ça votre idée? Exactement. C'est pas simplement Paris. Ouais. Aujourd'hui, ce projet devient le projet de la France et on veut vraiment associer l'ensemble des territoires. Vous allez changer sur le logo alors le mot Paris et vous allez mettre France? Non, parce que Paris sera au cœur du dispositif et c'est vrai que beaucoup d'épreuves, la très grande majorité des épreuves auront lieu à Paris. Mais encore une fois, vraiment la philosophie, c'est de se dire, ce prétexte d'organiser les Jeux, c'est pas juste pour un événement qui va durer 2 semaines, mais c'est vraiment, on a 5 ans devant nous pour changer la place du sport dans la société. Est-ce qu'au-delà du sportif, il y a une ambition justement que ces JO laissent des traces positives dans la société, dans l'économie française bien sûr, avec tout le travail qu'il peut y avoir pour les entreprises, y compris les plus petites. On sait qu'il y a des grands groupes qui sont là, quoi qu'il en soit, mais il y a aussi des TPE, PME qui ont envie de participer. C'est le patron du Parisien Eco. Mais il a raison, vous avez raison. Je pense que c'est vraiment primordial pour la réussite aussi. Exactement, vous avez raison, c'est un vrai projet de société. Quelque part, si on veut révéler le meilleur de ce pays, on sera regardé par 4 milliards de personnes. Il y a 4 milliards de personnes qui vont regarder les Jeux de la France. Comment est-ce que collectivement, on est le meilleur possible? Et donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut qu'on arrive à associer ces petites entreprises, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a un vivier d'entreprises qui ont envie de montrer leur savoir-faire, leur talent, leur énergie. Comment est-ce que collectivement on arrive à proposer des jeux vraiment différents? La France a tout pour réussir des jeux extraordinaires et surtout en rupture avec ce qui s'est passé dans les dernières éditions. Et ça veut dire des jeux beaucoup plus ouverts, plus populaires. Justement, en rupture avec ce qui s'est passé dans plusieurs autres éditions, où en sont les Jeux Olympiques financièrement? Les mésaventures qu'on a connues dans certains pays, certaines villes, sur le plan financier, est-ce que ça peut arriver en France, à Paris? Alors, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour éviter cette dérive financière. Le premier argument, il est massu, c'est qu'en moyenne, pour organiser les Jeux, on construit entre 10 et 15 grands stades pour accueillir les compétitions. Dans le cas des Jeux de Paris 2024, c'est un stade qu'on va construire spécifiquement. Vous minimisez les risques. On minimise énormément les risques parce que, encore une fois, quand vous n'avez qu'un seul équipement, il y a peu de chances que l'enveloppe, elle explose. Donc forcément, la France aujourd'hui a tout pour organiser des Jeux exceptionnels parce qu'elle a déjà des équipements. Elle est revue à la hausse régulièrement, l'enveloppe ou pas? Pour l'instant, elle n'a pas bougé depuis la phase de candidature. Elle n'a pas bougé. On a fait une énorme revue budgétaire sur la première année d'exercice l'année dernière en 2018. Toutes les études ont montré qu'on pouvait rester dans l'épure qui était prévu. Donc pour l'instant, on continue d'avancer. On veut vraiment tenir ce budget parce qu'on a pris aussi cet engagement d'organiser des jeux sobres,
à la fois très spectaculaires, parce qu'on aura des épreuves au château de Versailles, dans le Grand Palais, voilà, dans des sites iconiques au pied de la Tour Eiffel et ainsi de suite. De nouvelles disciplines aussi. Avec de nouvelles disciplines, parce qu'on veut casser les codes. On veut aussi montrer que ces jeux, ils doivent continuer à inspirer, continuer à attirer un nouveau public. Aujourd'hui, les jeunes, vous le savez aussi bien que moi, ont tendance un peu à s'orienter vers le e-sport, ont tendance à s'orienter vers tous ces jeux électroniques. Comment est-ce qu'on arrive à proposer des sports qui leur parlent, des sports qu'ils ont envie de regarder et de pratiquer? Parce qu'encore une fois, le vrai défi de ces jeux, c'est de développer le nombre de pratiquants. C'est que le sport en France soit plus fort. Oui, Picot. Il y a quelques mois, il y a eu des polémiques justement sur tout ce qui concerne le ministère des Sports, et puis il y a eu des débats sur des réductions d'effectifs, donc ça c'est très concret, c'est le quotidien des gens. Est-ce que justement les JO vont être l'occasion de mettre en place quelque chose qui soit plus efficace, alors la répartition des effectifs, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a moyen concrètement dans le quotidien des Français d'amener plus de sport et donc avec des moyens correspondants à côté? Alors moi je le crois, c'est pour ça que je suis là, c'est un combat personnel. Je vais mettre toute mon énergie sur les 5 prochaines années pour que le sport soit plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on lance ce label Terre de Jeux 2024, parce qu'encore une fois, si on arrive à diffuser un petit peu d'action sur tous les territoires, même sur les plus petits territoires, un peu plus de sport, ça peut avoir beaucoup d'impact. Et il ne faut pas tout remettre sur le dos, soit des fédérations sportives, soit du ministère des Sports, qui ne pourra pas seul vraiment atteindre les enjeux qui sont les nôtres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien de remettre en question le système. Je pense qu'on a besoin d'un système plus efficace. Ça fait 50 ans qu'on vit sur le même modèle d'organisation du sport en France. Il faut faire évoluer ce modèle. Il y a une agence nationale pour le sport qui va être créée dès demain. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut avancer maintenant pour être plus efficace, mais il faut surtout que tous les acteurs qui ont envie d'investir dans le sport puissent le faire. Et ce label, c'est une occasion de pouvoir communiquer sur l'aventure des Jeux. Tony Estanguet, je vous regardais un jeune ministre tout à l'heure, Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, qui se rendait en Île-de-France à propos du service national. Et je vous regardais, je me disais, est-ce qu'il a envie, lui, un jour, de ces destins-là, d'être secrétaire d'État, ministre, de rentrer en politique? Voilà, je peux vous dire que moi je suis dans la peau d'un sportif de haut niveau, j'ai mon objectif, je mets tout en œuvre pour gagner ce défi. Parce qu'après tout, aujourd'hui, vous avez presque rang de ministre avec ce que vous faites à la tête de ce comité français. Non, je crois pas. Je pense que vous êtes transversal. Moi, exactement. On est un comité d'organisation. On a l'ensemble des acteurs au sein du comité d'organisation parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Je crois que c'était important, même si on est une organisation privée financée par de l'argent privé, parce que le budget du comité d'organisation, il est financé à 97% par de l'argent privé. Eh bien, on a tous les acteurs publics qui sont autour de la table parce qu'encore une fois, on sera beaucoup plus fort et plus efficace si on travaille tous ensemble. Donc aujourd'hui, on avance. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner un peu le rôle des uns et des autres. Voilà. Vos interlocuteurs privilégiés, les politiques, je veux dire, qui sont-ils? C'est directement le président Macron? C'est Anne Hidalgo? Oui, on a la chance d'avoir des acteurs publics qui sont pleinement investis. Effectivement, on a rencontré le président de la République la semaine dernière. Voilà, on avance, on a un gouvernement qui est pleinement mobilisé. Et puis, voilà, moi, je souhaite vraiment qu'on associe l'ensemble de ces territoires, de ces petits villages, parce que, à travers ce encore label, une fois, notamment. moi, j'ai grandi en province. Je sais que le sport, pour des millions de personnes, ça se pratique d'abord à proximité de chez soi. Lancement au Sénat de ce label. Donc aujourd'hui, Terre de Jeux 2024. 2024, qui concerne aussi donc les villages. Merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir été notre invité ce matin. Jean-Louis Picot, dans l'édition Écho du Parisien, c'est le patchwork d'Airbus. Racontez-nous. Alors, on prend des Français, on les amène dans la Silicon Valley pour Airbus aussi? Oui, ça peut arriver, mais là, précisément, c'est plus, en l'occurrence, si on parle des Américains, faire appel à des sociétés américaines pour suivre un petit peu tout ce qui est la data lors de la construction de ces Airbus. La data, il faut expliquer, c'est les sommes de données. C'est des données connectées, notamment, qui permettent de suivre très précisément comment se déroule la construction d'un Airbus, avec bien sûr priorité à la sécurité, jusque dans les moindres détails. Alors là, c'est vrai que... Une photo spectaculaire, d'ailleurs, dans cette édition Écho du Parisien, où on voit l'assemblage, c'est quasi du Lego. Alors on parle en plus de patchwork parce que c'est un Lego bien sûr international, européen, avec des choses qui sont faites en France bien sûr, en Occitanie notamment, où l'activité aéronautique est très importante avec Airbus et aussi avec d'autres, mais aussi en Allemagne, des choses qui viennent d'Allemagne, des choses qui viennent d'Espagne et des choses qui viennent du Royaume-Uni. Donc c'est toute l'aventure. Un vrai consortium européen.
Absolument, mais c'était l'idée de départ d'Airbus, ça s'est élargi aux Espagnols au fil des années, et ça continue. Donc en cette semaine de salon aéronautique au Bourget, pendant toute la semaine, c'est l'occasion ou jamais de parler d'Airbus, avec, je le disais, des dimensions emploi. J'ai cité l'Occitanie, mais on parle aussi de la Haute-Marne, puisqu'il y a des pièces qui sont faites en Haute-Marne. Donc ça concerne, on parlait des régions, mais là on est encore une fois dans une démarche complètement transversale pour Airbus. Vous qui voyagez beaucoup, Tony Estanguet, vous entendez parler de cette merveilleuse réussite qu'est Airbus. Bien sûr. Ce qui fait aussi l'image de notre pays à l'étranger. Bien sûr, on est très fiers, je pense, d'avoir ce groupe qui réussit, qui continue à progresser avec voilà, de nouveaux modèles. Moi, je viens du Sud-Ouest. C'est pas très loin de chez vous, j'allais le dire. Je peux vous dire que même au-delà de Toulouse, ça irrigue vraiment le tissu économique à des centaines de kilomètres, avec plein de petites entreprises qui sont du coup associées. Et c'est vrai que c'est formidable que ce grand groupe, qui est devenu européen, eh bien, résiste et garde un pied-à-terre en région. 8 ans de commandes qui sont déjà... assuré. Il est presque ministre, hein, Tony Estanguet. Ne revenez pas là-dessus. Je le mets bien en sportif aussi. Est-ce que les aussi. Américains nous admirent un peu ou pas ? Est-ce qu'ils ont une admiration pour Airbus ? Alors à la fois il y a une admiration, mais il y a aussi une grande concurrence, puisqu'il y a Boeing de l'autre côté. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'une compétition qui est très rude. Mais c'est vrai que le savoir-faire français est admiré, vous l'expliquiez. Il y a aussi des Français qui vont travailler là-bas avec les Américains. Donc il y a comme ça des échanges de savoir-faire. Enfin, échange, c'est du business quand même. C'est pas des échanges comme ça. Ça vaut quand même quelque chose. L'industrie, le patchwork Airbus à la une du Parisien Écho. Vous restez avec nous, bien sûr, Jean-Louis Picot. Vous serez là pour le débrief de l'actualité tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Tony Estanguet, merci. Bon vent et bon courage pour ce label Terre de Jeux qui est lancé au Sénat tout à l'heure. Tout de suite, la météo des territoires. Vous allez voir, le temps s'améliore bien en France. Ça y est, c'est l'été. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, Tony Estanguet, journée olympique dimanche. Tout Exactement, là, 700 là, sports représentés. ce dimanche, le 23 juin, à Paris, place de la Concorde, venez découvrir des grands champions et pratiquer l'ensemble des sports olympiques. Et aussi partout en France, puisqu'on a 700 sites où vous pourrez découvrir et rêver avec ces sports olympiques. C'est dit, on va partir du côté du reste du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde. C'est l'inauguration par Benjamin Netanyahou d'une nouvelle colonie sur le plateau syrien du Golan, annexé par Israël, vous le savez, baptisée cette colonie la colline Trump, en l'honneur du président américain. Et puis c'est Hong Kong, pas de faiblissement, 2 millions de manifestants ont réclamé le retrait définitif du projet de loi visant à extérioriser la Chine continentale. Les habitants de Hong Kong, les manifestants qui veulent également la démission de la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Et on se retrouve après avec l'invité politique. Merci. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les rues de Hong Kong, noires de monde. Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées ce dimanche. Les habitants maintiennent la pression pour le retrait définitif d'un projet de loi qu'ils jugent maléfique.
C'est une question de temps avant qu'il ne nous l'impose à nouveau. Nous voulons que le projet de loi soit annulé. Il faut le retirer, non le reporter. Malgré le recul du gouvernement et la suspension du projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine, la colère gronde. Le métro de Buenos Aires fonctionne à nouveau après plusieurs heures passées dans le noir. Au total, ce sont 44 millions d'Argentins et plus de 3 millions d'Uruguayens qui ont été privés d'électricité. On était avec ma grand-mère de 84 ans et on a dû l'aider à descendre les escaliers parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas. Tout est fermé, il n'y a pas de mouvement dans les rues, mais bon, il faut bien continuer. Le drapeau israélien et le drapeau américain flottent au vent, côte à côte sur le plateau du Golan. Donald Trump a reconnu officiellement que cette zone appartient à Israël. Pour le remercier, Benjamin Netanyahou a nommé une colonie du nom du président américain. Nous faisons un pas important vers l'établissement de la colonie Trump. Elle porte fièrement le nom d'un grand ami d'Israël. Le Golan, je vais le répéter, écoutez bien, le Golan a été et sera une partie intégrante de notre pays et de notre État. Le Golan est israélien. Pendant 4h30, les spectateurs sont plongés dans le processus révolutionnaire de 1789, au cœur des débats, aux origines de la colère contre le roi Louis XVI. Mesdames, messieurs, c'est la noblesse française qui s'oppose à Louis XVI, qui vient essayer de récupérer du pouvoir qui lui a été retiré depuis longtemps. L'histoire se répète, ça c'est très très étonnant, c'est-à-dire que c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 200 ans. Et en fait, ça nous parle comme si c'était aujourd'hui.